En 1985, un film sur un adolescent qui voyage dans le temps, dans une voiture construite par un fabricant poursuivi en justice pour trafic de drogue, fut refusé par plus de 40 studios hollywoodiens. Une mère sexuellement attirée par son propre fils, ça n'avait pas sa place dans un film familial. Un responsable de Columbia déclara qu'il n'y voyait aucun avenir commercial. Ce film rapporta 381 millions de dollars dans le monde. Il resta numéro 1 du box-office américain pendant 11 semaines consécutives. Il allait redéfinir ce que pouvait être une franchise hollywoodienne. Voici 20 révélations sur ce qui s'est passé derrière l'écran. Abonnez-vous si vous voulez que ces histoires continuent. Et restez jusqu'au numéro 1, ce que vous allez apprendre va changer la façon dont vous regardez ce film pour toujours. Numéro 20, la machine à voyager dans le temps était au départ un réfrigérateur. Dans les premières versions du scénario de Bob Zemeckis et Bob Gale, le flux condensateur n'existait pas. Et la DeLorean non plus. Le dispositif central du film était un réfrigérateur nucléaire, abandonné quelque part dans le désert du Nevada. Marty l'ouvrait, s'y installait, et le voyage commençait. Steven Spielberg, producteur exécutif, mit fin à l'idée, pas pour des raisons artistiques. Pour des raisons de sécurité, il craignait que des enfants, inspirés par l'image, ne s'enferment dans de vrais réfrigérateurs pour tenter l'expérience. La presse avait déjà rapporté des accidents de ce type. Spielberg ne voulait pas en être responsable. La machine la plus iconique du cinéma de science-fiction naquit d'une contrainte de prudence parentale. Voilà comment fonctionne parfois l'histoire. Numéro 19. L'idée du film vint d'un album de lycée. En 1980, Bob Gale rend visite à ses parents dans le Missouri et tombe sur l'annuaire scolaire de son père. Il l'ouvre au hasard et se pose une question: si j'avais été lycéen à la même époque que lui, est-ce qu'on aurait été amis? C'est ça, l'étincelle. Pas de concept de science-fiction, pas de théorie des voyages temporels, pas de DeLorean. Une question humaine, simple, qui traverse n'importe quelle vie. Zemeckis et Gale mirent 5 ans à transformer cette question en film. 5 ans de refus, de réécriture, de porte fermée. L'annuaire est toujours chez les parents de Bob Gale. Numéro 18, Huey Lewis écrivit la chanson d'ouverture du film. Et Huey Lewis joue dans le film. Le même homme qui a composé The Power of Love incarne le membre du jury qui rejette l'audition de Marty McFly au lycée, déclarant que le groupe est trop bruyant, pas crédité au générique, pas annoncé. 10 secondes à l'écran, et il disparaît. C'est le genre de détail qui provoque un sourire rétrospectif, ou une réflexion sur ce que les mots trop bruyants signifient vraiment, dans la bouche d'un homme dont la chanson d'ouverture du film a vendu des millions d'exemplaires dans le monde entier. Numéro 17. La DeLorean ne fut pas choisie uniquement pour son allure. Zemeckis et Gale cherchaient une voiture qui ressemblerait à quelque chose venu d'ailleurs. La DeLorean DMC-12, avec ses portières en aile de mouette et sa carrosserie en acier inoxydable brossé, correspondait parfaitement à cette vision. Mais il y avait aussi une dimension technique dans ce choix. L'acier inoxydable réfléchit la lumière d'une façon particulière. Pour l'équipe des effets spéciaux, cette surface rendait les manipulations visuelles, les flammes, l'effet de disparition, les traînées de feu dans l'asphalte, considérablement plus simples à réaliser en post-production. La machine la plus mythique de la décennie fut en partie retenue pour des raisons de commodité optique. L'art et la technique marchent souvent main dans la main, même quand personne ne le sait à l'époque. Numéro 16. Universal Pictures voulut renommer le film L'homme de l'espace de Pluton. Ce n'est pas une blague. Sid Sheinberg, président de MCA Universal, lut le scénario et envoya un mémo à Zemeckis et Spielberg. Il jugeait que Retour vers le futur ne fonctionnerait pas comme titre commercial. Sa proposition, Spaceman from Pluto. Spielberg répondit par un mémo d'une seule ligne, remerciant chaleureusement Sheinberg pour sa remarquable plaisanterie. Sheinberg, ne voulant pas perdre la face, laissa tomber, le film continua de s'appeler Retour vers le futur. L'histoire du cinéma tient parfois à un seul mémo bien tourné. Numéro 15. Christopher Lloyd passa des semaines à construire Doc Brown avant de mettre un pied sur le plateau. Il s'inspira d'abord d'Albert Einstein, pas le personnage du film, l'homme réel, la gestuelle, l'énergie qui déborde, les cheveux. L'idée d'un génie qui a depuis longtemps cessé de penser à son apparence. Il y ajouta une observation personnelle sur les grands chefs d'orchestre, leur façon d'habituer un public à les regarder comme des prophètes, à attendre de chacun de leurs gestes qu'ils soient porteurs de sens. Doc Brown parle souvent avec tout le corps. Ce n'est pas du cabotinage, c'est de la chorégraphie. Lloyd ne demanda presque pas d'indications à Zemeckis les premières semaines. Quand il arriva sur le plateau, le personnage existait déjà entier, cohérent, irréductible. Certains acteurs préparent un rôle. Lloyd en construisit une architecture. Numéro 14. Le film cache un détail de continuité que la plupart des spectateurs n'ont jamais remarqué et qui prouve que Zemeckis pensait à tout. Au début du film, Marty arrive dans le parking du Twin Pines Mall. 2 pins encadrent l'entrée. Quand il atterrit en 1955 et tente d'échapper au fermier Peabody, sa voiture écrase l'un des 2 jeunes arbres plantés là. Quand il revient en 1985, le panneau du centre commercial a changé, plus Twin Pine Mall. Lone Pine Mall, un seul pin, parce que Marty en a détruit un 30 ans plus tôt. Ce n'est pas une erreur de continuité, c'est une signature. Zemeckis et Gale ont intégré cette cohérence temporelle dans un détail visuel que personne ne remarque à la première vision.
et que tout le monde cherche à la deuxième. Numéro 13. Michael J. Fox apprit réellement à jouer de la guitare pour le film. La scène du bal où Marty interprète Johnny B. Goode n'est pas simulée. Fox travailla avec un coach musical pendant des semaines pour maîtriser les positions de base. Pas assez pour devenir guitariste. Assez pour que la caméra puisse montrer ses mains sans coupe systématique. Pour le solo final, celui où Marty s'emballe, glisse sur scène et s'allonge vers le public, un guitariste de studio prenait le relais hors champ. Mais la décision de ne pas doubler entièrement le jeu visuel de Fox donne à la scène une authenticité qu'on ressent sans pouvoir l'identifier. Le spectateur ne sait pas qu'il croit ce qu'il voit. Il le croit, c'est tout. Numéro 12, 1,21 gigawatts. La quantité d'énergie nécessaire pour alimenter le flux condensateur. Le chiffre sonne scientifique. Il l'est approximativement. Mais Zemeckis égal cherchait surtout un nombre qui paraîtrait réel sans l'être, assez précis pour impressionner, assez hors norme pour n'appartenir qu'à la fiction. Aucun physicien ne fut consulté pour le valider. Et la prononciation, dans le scénario, on lisait gigawatts avec un G dur. Christopher Lloyd prononça gigawatts lors du tournage. L'équipe ne corrigea pas. Zemeckis garda la prise. La mauvaise prononciation est aujourd'hui la prononciation officielle du film le plus adulé de sa décennie. Certaines erreurs ne méritent pas d'être corrigées. Numéro 11. Le flux condensateur ne figurait pas dans les premières versions du scénario, pas sous cette forme. Les premiers brouillons avaient une machine à voyager dans le temps, mais elle manquait d'un point focal visuel, quelque chose qui dirait au spectateur « voici le cœur, voici ce qui rend tout possible ». Zemeckis dit qu'il visualisa un carrefour lumineux, 3 câbles, une intersection, une lumière qui pulse. Sans lui, la DeLorean est juste une voiture rapide. Avec lui, c'est une cathédrale. Cet ajout tardif est ce qui permit au film d'avoir une mythologie et à des générations d'enfants de dessiner le même i brillant sur leur cahier de cours. Numéro 10. Plus de 40 studios refusèrent le film. 40. Les chiffres varient selon les témoignages. 42, 44. Mais tous concordent sur l'essentiel. Aucun studio majeur ne voulut du film dans sa forme originale. Les raisons étaient contradictoires. Certains trouvaient le scénario trop familial, pas assez adulte, pas assez risqué. D'autres le trouvaient trop risqué, cette mère qui tente de séduire un garçon qu'elle ne sait pas être son fils. Disney refusa explicitement au motif que la scène était incompatible avec son image de marque. Columbia, Paramount, Fox, tous passèrent. Universal accepta uniquement parce que Spielberg était attaché au projet comme producteur exécutif. Sans ce nom sur la couverture, la probabilité est forte que le film n'existe jamais. 40 studios eurent tort en même temps. C'est un sport collectif, le scepticisme. Numéro 9, Spielberg fit tout pour que son nom disparaisse de l'affiche. Il insista pour que son crédit de producteur exécutif reste discret. La raison était précise, il ne voulait pas que Retour vers le futur soit perçu comme un film Spielberg. Cela aurait occulté Zemeckis égal. Et en 1985, certains critiques attendaient l'occasion de descendre un film du roi de Hollywood. En maintenant Zemeckis au premier plan, Spielberg lui donnait les clés et une protection. Le film triompha. Zemeckis devint une signature à part entière. Forrest Gump, Contact, Castaway suivirent. C'est peut-être le plus beau cadeau que Spielberg ait fait à son protégé. S'effacer pour lui laisser toute la place. Numéro 8, 210 millions. C'est la recette américaine du film, pour un budget de production d'environ 19 millions de dollars. Le retour sur investissement dépassa 1000%. Retour vers le futur reste un numéro 1 du box-office américain pendant 11 semaines d'affilée, de juillet à septembre 1985. Rambo 2 était sorti la même année. La couleur pourpre, Witness, des films puissants, bien accueillis, aucun ne réussit à déloger Retour vers le futur du sommet. Dans les salles de réunion hollywoodiennes, ce genre de chiffre ne s'oublie pas, il devient une référence, une unité de mesure, un mythe. Numéro 7, Eric Stoltz fut le premier Marty McFly, et il tourna pendant 6 semaines. Michael J. Fox était le premier choix de Zemeckis depuis le début de l'écriture. Mais Fox était sous contrat exclusif avec la série Family Ties. La production refusa de le libérer. Eric Stoltz fut engagé à la place. Il tourna 6 semaines complètes. Des séquences entières, des scènes majeures. Mais quelque chose ne fonctionnait pas. Stoltz était un acteur sérieux, formé au théâtre, habitué au rôle dramatique. Il jouait Marty McFly comme un personnage de tragédie. Zemeckis voulait de la légèreté, de la vitesse, du rire. Les deux hommes ne parlaient pas la même langue. La décision de le remplacer coûta environ 4 millions de dollars en séquences inutilisables. Tout fut retourné avec Fox, qui avait entre-temps négocié de mener les 2 projets de front. Stoltz ne figura jamais au générique. 6 semaines de travail, effacé. Numéro 6. Michael J. Fox dormait en moyenne 5 heures par nuit pendant toute la production. Le rythme était le suivant. Tournage de Family Ties de 10h à 18h. Tournage de Retour vers le futur à partir de 18h, souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. 6 jours sur 7. Pendant des mois. Fox dit plus tard qu'il ne se souvient de presque aucun tournage de Family Ties pendant cette période. Il fonctionnait à l'adrénaline et à la mémoire musculaire. Et pourtant, chaque scène de Fox dans Retour vers le futur est habitée, précise, vivante.
L'acteur qui incarne le voyage dans le temps vivait lui-même dans 2 lignes temporelles simultanées. Ce n'est pas une métaphore, c'est le calendrier de production. Numéro 5. Crispin Glover refusa de revenir pour les suites et ce refus changea les règles du jeu à Hollywood. Glover et la production eurent des désaccords profonds, artistiques d'abord, financiers ensuite. Glover voulait que George McFly reste fondamentalement brisé, même dans la version heureuse de l'avenir. La production ne voulait pas de ça. Pour Retour vers le futur 2, les réalisateurs engagèrent un autre acteur, Jeffrey Weissman, avec un maquillage de prothèse reproduisant les traits de Glover. Glover attaqua. L'affaire aboutit à une révision des règles de la Screen Actors Guild. Désormais, aucun acteur ne peut être remplacé par un autre comédien arborant son apparence physique, sans son consentement explicite. Un conflit contractuel entre un acteur et un studio a donc redéfini les droits à l'image dans toute l'industrie cinématographique américaine. Glover avait raison sur le fond. L'institution finit par lui donner raison sur la forme. Numéro 4. La DeLorean avait une vie parallèle pendant toute la production du film. En 1982, John DeLorean fut arrêté par le FBI pour participation à un complot de trafic de cocaïne. Le but prétendu, trouver les fonds nécessaires pour sauver son entreprise automobile, déjà en grande difficulté. Le procès dura jusqu'en août 1984. DeLorean fut finalement acquitté, les preuves avaient été obtenues par des agents sous couverture dans des conditions jugées abusives par le jury. Pendant tout ce temps, une équipe de cinéma construisait la mythologie d'une machine à voyager dans le temps autour de sa voiture. Quand Retour vers le futur sortit en juillet 1985, John DeLorean était libre, acquitté, et son entreprise était en liquidation depuis 1 an. La voiture la plus futuriste du cinéma américain portait le nom d'un homme que la justice venait de blanchir, et dont la société n'existait plus. Un homme en ruine. Une machine immortelle. L'acier inoxydable brille dans les 2 cas. Numéro 3. La scène du bal cache un paradoxe que Zemeckis n'a jamais résolu. Marty McFly joue Johnny B. Goode en 1955 lors du bal de l'Enchantement sous la mer. Il improvise un solo de guitare électrique de plus en plus extravagant, du rock futuriste, de la distorsion, des techniques que personne dans cette salle n'a jamais entendues. Le public ne comprend pas. Mais le bassiste du groupe, Marvin Berry, appelle son cousin en pleine performance pour lui faire écouter ce nouveau son qu'il cherchait. Ce cousin s'appelle Chuck Berry. Retour vers le futur suggère que Marty McFly, venu du futur, a inspiré Chuck Berry. Que le rock'n'roll tel que nous le connaissons, Johnny B. Goode en tête, existe parce qu'un garçon de 1985 l'a joué à un bal de lycée en 1955, ce qui signifie que la chanson que Marty connaît et qu'il a jouée ce soir-là a elle-même été créée à partir de ce qu'il a joué ce soir-là. Qui a inventé Johnny B. Goode ? Chuck Berry l'a publié en 1958. Mais dans la logique interne du film, il l'a écrite grâce à Marty. Et Marty la connaît grâce à Chuck Berry. La chanson existe, mais personne, dans cette chronologie, ne l'a réellement créée. Les philosophes appellent ça un paradoxe bootstrap, une boucle causale fermée, une information qui existe sans origine. Zemeckis dit qu'il a mis ce détail comme une blague pour ceux qui y penseraient après la projection. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que des générations entières allaient y penser, et chercher, et ne pas trouver de réponse. Et y revenir. Numéro 2, le film fut entièrement conçu comme un film autonome. La trilogie n'était pas prévue. La dernière scène, Doc Brown qui surgit dans la DeLorean volante, qui annonce que Marty et Jennifer doivent venir avec lui dans le futur parce que leurs enfants ont des problèmes, fut tournée comme un gag de fin de générique. Une blague. Un point d'exclamation, pas une promesse. Où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. Zemeckis et Gale n'avaient aucun plan de suite. Ils avaient tout misé sur ce film. L'image finale était une sortie élégante, pas un teaser. Quand le film triompha, Universal exigea une suite. Zemeckis et Gale se retrouvèrent face à un problème structurel. Inventer une continuation d'une histoire pensée close. Tout ce qu'on voit dans les 2 suites, les overboards, la ville de 2015, les complications temporelles multipliées, fut construit rétrospectivement, à partir d'un gag de 30 secondes. Le film parfait que vous regardez n'était pas censé mener quelque part, et cette perfection tient peut-être à cette absence de calcul. On ne construit pas une œuvre close quand on pense déjà à la suite. Zemeckis et Gale pensaient à la fin. C'est peut-être pour ça que le film dure. Numéro 1. La production faillit être arrêtée plusieurs fois. Et c'est un autre film qui la sauva. Le remplacement d'Eric Stoltz coûta des millions imprévus et des semaines supplémentaires de tournage. Le budget gonflait, Universal regardait le projet avec une vigilance croissante. La direction du studio hésitait. Ce qui convainquit Universal de tenir fut la sortie, en juin 1984, de SOS Fantôme. Une comédie de science-fiction grand public, légère, avec des effets spéciaux inventifs, et un casting charismatique. Elle rapporta 230 millions de dollars aux États-Unis. Et les responsables du Nevars virent immédiatement dans Retour vers le futur le même profil commercial, le même public, le même équilibre entre humour et vertige, le même potentiel de répliques mémorisées et de figurines vendues. SOS Fantôme fut le modèle que les comptables d'Universal projetèrent sur Retour vers le futur pour justifier de ne pas couper les vivres. Ce n'est pas le génie du film qui le sauva. C'est la démonstration chiffrée qu'un autre film du même profil avait tout raflé l'été précédent.
Le film que vous adorez existe parce qu'un autre film que vous adorez a convaincu des gens en costume que l'aventure valait le risque. C'est Hollywood. Pas du romantisme, pas de la passion pure. Un pari fait par des gens qui regardent les chiffres de leurs voisins. Et parfois, le pari donne un chef-d'œuvre. En 1985, un film qui n'aurait jamais dû voir le jour, porté par un acteur qui faillit ne jamais en faire partie, construit autour d'une voiture dont le créateur venait d'être acquitté pour trafic de drogue, devint l'une des œuvres les plus aimées de l'histoire du cinéma populaire. Retour vers le futur ne nous parle pas du futur. Il nous parle du présent, de qui nous sommes, de qui étaient nos parents, de ce que nous aurions fait si nous avions pu choisir nos origines. C'est peut-être pour ça qu'on y revient toujours. Likez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quel fait vous a le plus surpris. Suggérez le prochain film qu'on devrait couvrir, on lit tous les commentaires.